Les ombres, au-delà de la mer. Chapitre 1er. Le retour de la campagne. La mer du Nord les accueillit avec un rugissement. Les vagues roulaient, depuis les profondeurs glacées lointaines, s'élevant plus haut que les mâts et s'abattant sur les dracars, comme si des géants enragés tentaient une dernière fois d'empêcher les guerriers de rentrer chez eux. Mais les Vikings étaient habitués à ces eaux. Pour eux, la nature déchaînée n'était pas un ennemi, mais une épreuve, une confirmation de leur force et de leur honneur. Chaque coup de rame leur causait des douleurs musculaires dans le dos, mais cette douleur ne faisait que leur rappeler les victoires remportées en terre étrangère. Soutenez cette chaîne en la likant et en vous y abonnant. Vous contribuerez ainsi à la publication de nouvelles histoires longues, où le souffle du Nord et les murmures des dieux anciens prennent vie. Et les guerriers, bien que meurtris par la mer, souriaient. Leur terre natale, les feux de joie et les embrassades de leurs proches les attendaient. Les dracars avançaient en file indienne, telles une meute de loups revenant de la chasse. Les voiles, rouges comme le sang et noirs comme la nuit, flottaient au vent. Les proues en bois des navires, ornées de têtes de dragons sculptés, semblèrent vivantes. Leurs gueules dentées grondaient contre les vagues, leurs yeux taillés dans l'ambre brillaient sous les reflets de la lune. Les navigateurs maintenaient le cap avec assurance, car ils connaissaient chaque étoile dans le ciel et chaque courant qui les menait vers leur fjord natal. Au centre de l'un des dracars, sous les fourrures et les boucliers, reposait un objet dont personne ne parlait à voix haute, mais auquel tout le monde pensait. Une pierre. Elle avait été trouvée en terre étrangère, loin au-delà de la mer, dans les ruines d'un ancien sanctuaire où même les oiseaux nausés se posaient sur les murs. La pierre était noire, comme si elle avait été creusée dans la nuit elle-même, et sa surface était ornée de runes si anciennes et si étranges qu'aucun chaman n'osait les nommer. Les guerriers n'aimaient pas le regarder, car il semblait que la pierre les regardait en retour. Elle refroidissait l'air autour d'elle, et même la peau qui la recouvrait ne pouvait masquer son souffle glacial. Lorsque les dracars entrèrent dans le fjord, le village les aperçut de loin. Les femmes sortirent sur le rivage, allumant des torches et des feux, les enfants poussèrent des cris de joie, et les vieillards joignirent les mains sur leur poitrine, rendant grâce aux dieux pour le retour de leur fils. Le bruit du vent fit place au son des cornes, long et solennel. Les dracars touchèrent le rivage et les guerriers, fatigués mais fiers, sautèrent dans la neige, sentant la terre ferme sous leurs pieds leur redonner des forces. Ils avaient rapporté un riche butin, des coffres remplis d'argent, des coupes en bronze, des tissus, les armes de leurs ennemis et même des prisonniers qu'ils emmenèrent vers les granges. Mais c'est la pierre qui attira le plus l'attention des gens. 4 guerriers la sortirent du dracar, et même eux respirèrent difficilement, comme s'ils portaient non pas une pierre, mais une malédiction. Elle n'était pas très grande, mais son poids était surhumain, comme si l'abîme lui-même y sommeillait. Les femmes poussèrent des cris de surprise lorsqu'elles virent la lumière de la lune se refléter sur sa surface, non pas en rouge comme sur la glace, mais en argent froid, comme si la pierre elle-même rayonnait. La pierre fut transportée dans la longue maison, le cœur du village. C'était une haute maison en bois avec un toit de chaume, où des dizaines de personnes se rassemblaient sous un même toit. À l'intérieur, sur les murs, étaient accrochés les boucliers des guerriers tombés au combat, les os des animaux chassés, les trophées des expéditions. Le foyer y brûlait en permanence et la fumée s'élevait par l'ouverture dans le toit, emplissant l'air d'une odeur âcre de résine et de fumée. C'est là que l'on avait placé la pierre, en la recouvrant de peau, mais même sous celle-ci, elle brillait, et sa lumière se frayait un chemin vers l'extérieur, dessinant d'étranges motifs sur les murs. Le peuple faisait la fête. Les hommes buvaient de la bière dans des cornes. Les femmes apportèrent de la viande et du pain. Le skalde chantait des chansons sur les glorieuses victoires, et les tambours battaient si fort que le cœur de chacun battait au rythme. Mais malgré le bruit et la gaieté, une inquiétude flottait dans l'air. Personne ne parlait à voix haute de la pierre, mais chacun sentait sa présence. Même les chansons semblaient plus sourdes, même l'hydromel semblait amer. Le chef Stein était assis en bout de table, les yeux brillants lorsqu'il regardait le butin, et en particulier la pierre. Il leva sa corne remplie d'hydromel et dit « Nous sommes revenus avec honneur. Les dieux nous ont donné la force et la richesse. Mais surtout, ils nous ont donné un signe. Cette pierre n'est pas le fruit du hasard. Elle est le témoin de notre victoire, la preuve que nous sommes plus forts que tous nos ennemis. » Ces paroles furent accueillies par des cris et des trinquements de coupes. Mais le vieux chaman Thorgest, assis dans un coin, fronça les sourcils. Ses yeux, ternes mais sages,
fixèrent la pierre, et il murmura « Ce n'est pas un cadeau, c'est un appel ». Personne n'entendit ces paroles sous le brouhaha des chants et des rires. Mais pendant la nuit, lorsque les feux se furent éteints et que les guerriers dormaient, le premier signe apparut. La pierre se mit à briller. Sa lumière n'était ni chaude comme celle du feu, ni froide comme celle de la lune. Elle était étrangère comme venue d'un autre monde. Elle pénétrait dans les coins les plus reculés de la longue maison, là où régnait toujours l'obscurité. Et là, dans les coins, des ombres commencèrent à bouger. Elles ne ressemblaient sans pas à des jeux de lumière. Elles avaient des contours, elles bougeaient. Les chiens se mirent à hurler et s'enfuir. Les femmes, terrifiées, couvrirent leurs enfants, et les hommes, qui s'étaient précipités avec leurs boucliers, se figèrent. Devant eux se trouvaient des ombres qui n'auraient pas dû exister. Elles se déplaçaient en silence, se dissolvant et réapparaissant, comme si l'obscurité elle-même avait pris vie. La pierre brillait de plus en plus fort, et les runes à sa surface scintillaient, comme si quelqu'un écrivait des mots avec elle. Personne ne comprenait quoi exactement. Au matin, la pierre s'était à nouveau calmée. Les ombres avaient disparu comme si elles n'avaient jamais existé. Mais les gens savaient déjà. Quelque chose d'étranger était revenu avec cette pierre. Et la joie du retour fit place à la peur. Chapitre 2. Les premiers rêves du chef. À l'aube, après la première nuit avec la pierre, le village s'est réveillé étrangement calme. Même les mouettes, d'habitude arrogantes et bruyantes, tournaient au-dessus du fjord, sans pousser leurs cris habituels, comme si elles avaient so peur de déranger quelque chose qui se trouvait sous la neige. Des cheminées des longues maisons s'élevaient des volutes de fumée grise qui sentaient moins le poisson et davantage l'amertume de la résine et des aiguilles de pin, comme si le village lui-même essayait de colmater la fissure entre les mondes. Soutenez cette chaîne en la liquant et en vous abonnant. Vous contribuerez ainsi à la naissance de nouvelles histoires mystiques sur le nord, dans lesquelles les feux crépitent comme des runes anciennes et la glace murmure les légendes des dieux. Pendant ce temps, la matinée suivait son cours. Les Vikings, comme toujours, se mettaient au travail, car même la peur qui s'était installée sous les toits de chaume n'annulait pas le besoin de vivre. Les hommes vérifiaient les filets en secouant les flocons de glace. Sur le rivage, les séchoirs recevaient les embruns et le sel se déposait lentement sur les cordes en formant des excroissances blanches. Dans la forge, Gudmund soulevait le soufflet, chauffant les bandes de fer jusqu'à ce qu'elles deviennent incandescentes, et le marteau frappait l'enclume à un rythme si régulier qu'on aurait dit qu'un deuxième cœur battait quelque part dans les entrailles du village. Sur le tour, le chêne humide sifflait tandis qu'on y taillait des manches de lance. À l'entrée de la longue maison, les vieillards nettoyaient dignement les boucliers, grattant les planches pour enlever la croûte séchée, brun sanguin des anciennes batailles. Les femmes s'asseyaient sur des bancs le long des murs, tendant la base des métiers à tisser, et les fils de laine tendus à travers les peignes en bois résonnaient, dans le froid, aussi fin que la glace au bord de l'eau. Les enfants, comme toujours, essayèrent de jouer, mais leurs rires étaient aujourd'hui discrets et brefs. Ils jetèrent des coups d'œil vers les portes de la longue maison, derrière lesquelles se trouvait une pierre recouverte de peau, et ne posaient pas de questions. Stein ne quittait presque jamais la salle. Le chef était assis sur un banc élevé, ceint d'une peau de loup, et observait la pierre devant laquelle deux jeunes guerriers armés de torches montèrent la garde. Il ne leur avait pas ordonné de rester là, mais ils n'osaient sans pas s'éloigner. Les runes sous les couches de fourrure apparaissaient quand même, comme du charbon sous la cendre. Les lignes brillaient de l'intérieur, non pas par leur lumière, mais par leur présence. On sentait qu'elles étaient là, et non qu'elles brûlaient. Thorgest, un vieux chaman aux mains qui sentait les herbes séchées, tenta une nouvelle fois de redessiner les signes sur l'écorce, mais sa main trembla et la ligne sur l'écorce ne fut pas tracée au bon endroit. « Il déplace les runes comme s'il respirait, murmura-t-il. Ce ne sont pas des lettres, ce sont des mouvements. Ces mots se perdirent dans la pénombre comme une tempête de neige se perd dans le brouillard. Vers le soir, alors qu'une file d'attente silencieuse s'était formée pour obtenir du poisson et du pain, Stein sortit enfin parmi les gens. Il vérifia les entrepôts, demanda aux forgerons de forger de longues pointes pour les lances et dit aux chasseurs de ne pas s'éloigner au-delà du 3e cap, car les loups s'approchaient désormais plus près des habitations humaines. Il parlait avec assurance, et cela rassurait tout le monde. Quand le chef sait trouver les mots justes, les mains ne restent pas inactives. Mais vers le coucher du soleil, Stein retourna près du foyer et, s'appuyant sur le manche de sa lance, laissa sa tête tomber sur son bras plié, comme s'il s'était allongé juste un instant.
La nuit, cependant, attendait ce moment depuis longtemps. Le sommeil vint brutalement, comme une vague s'écrasant sur les quais du port. Stein se tenait dans un champ vide, et la neige sous ses pieds était noire, non pas à cause de la saleté, mais à cause du reflet de l'énorme lune qui pendait au-dessus de lui, tel un disque rougeâtre et métallique. Le vent ne bougeait ni sa barbe ni sa fourrure, car il n'y avait pas de vent. L'air était immobile, comme un bouillon épaissi. Des ombres émergèrent de cette immobilité. Elles n'avaient pas la forme de corps, mais elles avaient une direction, ce qui est un pas sans pied, un regard sans œil, une respiration sans poitrine. Elles contournaient Stein, comme l'eau contourne un rocher sur le rivage, et murmuraient en bruissant, comme des algues séchées frottant contre la coque d'un bateau. Le murmure ne résonnait pas dans ses oreilles. Il lui brûlait la peau du cou et pesait lourdement sur ses épaules. « Sacrifice, murmurait-elle. Sacrifice, et nous deviendrons ton rempart. Sacrifice, et nous deviendrons ton nom. » Il lui semblait qu'une pierre pendait à sa poitrine, comme une amulette, et que son froid se répandait dans sa cage thoracique, vers son cœur, puis plus loin, dans son sang. Il se réveilla brusquement, à cause de son propre nom, rauque, et comprit qu'il n'était pas seul. Des torches brûlaient dans les coins de la longue maison, et Thorgest se tenait près de la pierre, les bras croisés. « Tu les as vus » dit le chaman sans poser de questions. « La pierre n'aime pas le silence. » Stein grimaça et détourna le regard. De fines traces blanchâtres s'assombrissaient sur sa paume, comme si quelqu'un avait appliqué un peigne glacé sur sa peau. « Ne parle pas de brûlure » ajouta précipitamment Thorgest, remarquant le regard du chef sur sa main. Les gens craignent davantage les marques tangibles que les mots. Stein acquiesça sans contester, mais ses yeux brillaient rapidement, comme ceux d'un homme qui a entendu une vérité mathématique dans le discours d'un autre et qui y substitue déjà ses propres chiffres. Le lendemain commença, comme d'habitude. On finit de sécher les peaux, on sortit du glacier le tonneau de choucroute, on fit bouillir les têtes de poisson. À midi, on fit cuire du miel au thym pour que la gorge du chanteur ne soit pas enrouée. Vérifier les cordes de descente du drakkar posées sur des supports, qui reprendra la mer au printemps. Mais un geste superflu s'immisçait dans ses activités habituelles. Chaque fois qu'il passait devant les portes de la longue maison, les gens ralentissaient le pas et, sans les regarder, traçaient un petit signe avec leurs pouces sur leurs paumes, soit une prière au Dieu, soit un motif indistinct, issu de la superstition. Les enfants se turent définitivement, et les chiens avaient les poils hérissés, même là où un chat apathique, louchant avec dédain sur le monde, se promenait en traîneau. Lorsque le soleil descendit vers les cimes des sapins courbés comme des cornes, Stein resta à nouveau près du feu. Non pas parce qu'il ne voulait pas partir, mais parce que tout le monde tangible, chargé de tâches, s'estompait à ses yeux à cette heure-là, comme un vieux tapis, tandis que la pierre gagnait en intensité de couleur et de sens. La flamme ne réchauffait pas, elle était simplement là, comme un outil séchant à l'ombre. Le monde lui-même semblait ainsi. Le sommeil l'envahit comme une vague et l'entraîna là où toute vague mène. Il se tenait maintenant sur une plateforme de pierre taillée dans une roche éternelle et incompréhensible. Sous la plateforme, il n'y avait ni mer ni terre, mais un vide dans lequel s'étendaient, à travers des distances impossibles, des fils pâles, comme les fibres d'un tissu qui maintient le monde. Sur la plateforme se trouvait un autel, lisse comme un glacier en plein été, lorsque l'eau rend le granit aussi doux que la paume d'un enfant. L'autel était vide. À côté, il y avait un bol rempli de ce que l'on ne pouvait appeler du sang que par sa couleur. Des ombres se tenaient autour, longues comme des glaçons, et 2 fois plus minces que les ombres humaines. Elles ne bougeaient pas, mais changèrent de position, comme le ciel change la disposition des étoiles, de manière à peine perceptible, mais néanmoins inexorable. « Commence par peu, disait-elle. Commence par la somme, et quand elle ne correspondra pas, tu comprendras que notre calcul est plus juste. Apporte le sang de la bête, nous te révélerons la parole. Apporte le souffle du petit, nous te révélerons le secret. Apporte la force du guerrier, nous te révélerons l'entrée. » Stein ne comprit pas s'il faisait allusion à l'entrée du Panthéon ou à l'entrée de la gueule. Dans ce discours, chaque mot sonnait comme une action, chaque action comme un mot. À son réveil, il resta longtemps assis, écoutant le crépitement discret des bûches, et pour la première fois depuis de nombreux hivers, il sentit dans ses épaules une fatigue qui ne venait ni de l'aviron, ni du combat, mais de l'attente d'autrui. La glace recouvrait toujours sa paume de cicatrices blanches. Il les effleura du bout des doigts et sourit avec une franchise guerrière. Eh bien, les dieux aussi aiment les marques. Mais au fond de cette franchise, quelque chose avait changé, comme un levier qui avait été actionné pour la première fois à fond.
Dans la journée, Stein appela Thorgest près de la pierre et lui ordonna de préparer le seidr, un rituel de vision profond où la chamane, ou celui qui connaît facilement le chemin entre les pensées, s'assoit sur un haut tabouret recouvert de peau et à travers le champ du Galdr, parle à ceux qui ne vivent aussi pas dans la lumière. « Prends Svit, la vieille, dit-il, que sa voix noue le nœud. » Svit fut conduite comme on conduit un prêtre sur une haute butte, avec habitude, mais avec une légère inquiétude. On aspergea ses cheveux d'eau, on attacha à ses poignets des bouquets de genévrier et d'absinthe, on plaça sous le tabouret un bol contenant de la graisse de baleine enflammée. Le skald se mit à chanter d'une voix grave et longue, comme le vent qui ne peut s'échapper d'un défilé. Svit restait immobile, seules ses paupières bougeaient, rapidement, comme celles d'une personne franchissant un certain seuil. Sa voix se fit douce. Le nord, la glace, la canine, puis plus grave, la porte sous la peau, la porte dans la lettre. Ses doigts se mirent alors à tambouriner sur le bord de la chaise, à un rythme régulier, exactement comme les runes Laguz et Ensuz. Et c'était mauvais signe. Quand une personne tambourine pour se donner un rythme, cela signifie qu'elle est en chemin, qu'elle n'est pas elle-même. Elle dit « il ne veut pas de viande, il veut un nombre, un décompte, des noms. Si nous ne lui donnons pas, il prendra là où c'est plus facile. » Les mots tombèrent sur le sol comme de la neige mouillée. Lourds et sans étincelle, ils étouffèrent néanmoins le souffle. Après le rituel, les gens restèrent silencieux. Les épingles cliquetaient sur le tissu, les marteaux dans la forge se turent un instant. Même les mouettes finirent par crier, comme si elles se souvenaient qu'elles étaient des oiseaux et non des ombres. Stein, qui semblait attentif à tout, se tenait déjà intérieurement sur cette plateforme de pierre. L'ombre, l'autel, le bol et le choix. Il renvoya tout le monde, resta seul avec la pierre et prononça à voix basse ce qu'il ne voudrait pas répéter à la lumière du jour. « Si ta force est le chemin, fais-moi signe. Si ton prix est la vie, fais un pas léger. » Les runes sur la pierre ne s'illuminèrent pas, mais changèrent de disposition. Stein, qui ne savait pas lire ces signes, comprit néanmoins le changement aussi clairement qu'un guerrier sent qu'on lui a retiré une flèche de l'épaule. La nuit tomba soudainement. Elle ne s'étendit pas. Elle descendit comme une toile dans laquelle on avait tissé trop longtemps le même fil sombre. 2 personnes restèrent de garde dans la longue maison, mais seul Stein dormait, et il ne dormait pas comme un homme. Il plongea et se retrouva dans une eau qui n'était pas de l'eau, mais le souvenir de l'eau. On voyait des rives qui n'avaient jamais existé, et des navires qui n'avaient pas été construits par des hommes. Sur chacun d'eux reposait une pierre identique, et les runes formaient toutes le même motif, celui d'une route menant là-bas. Il vit son reflet dans cette eau et comprit que son reflet souriait à des moments où lui-même ne souriait pas. Les ombres s'approchèrent. Elles ressemblaient désormais à des hommes vêtus de longs manteaux, sans visage, mais avec le poids d'un pas. « Tu seras notre nom ici, dirent-ils. Nous serons ton nom là-bas. Il ne manque que le prix, que tu connais déjà. Le compte, c'est toujours l'équilibre. » À ces mots, le chef ressentit pour la première fois non pas de la peur, mais de la honte. Il comprit qu'il avait déjà accepté de vendre ce qui ne lui appartenait pas. Il sursauta et se réveilla, à cause du bruit. Dehors, des gens couraient, des voix, le crissement de la neige, des ordres brefs, un bruit sourd, tout se mélangeait. La porte s'ouvrit et une femme sans bonnet, les cils couverts de givre, fit irruption dans la salle. L'enfant, il a disparu, des traces jusqu'à la longue maison, et plus rien après. Derrière elle, des hommes haletants, ne sachant où poser les pieds. Stein se leva lentement, comme on se lève non pas de fatigue, mais de poids. Chaque articulation disait « oui », car elle avait désappris à dire « non ». « Nous allons le chercher », dit-il d'une voix sourde. « Mais d'abord, nous allons nous protéger. » Et il ordonna « des boucliers aux portes, des runes sur les montants, un feu dans le coin, et personne sans partenaire. » Thorgest s'approcha, les yeux salés par la faim et le sommeil. On ne peut pas le nourrir avec un nom. On ne peut pas entrer dans la conversation. C'est exactement ce qu'il attend. Il faut un Eivaz, la rune de l'arbre et de la paix. Il faut un Orm et le sang de ton doigt et de personne d'autre. Stein acquiesça et se coupa la peau au bout du majeur. Près du feu, le sang sentait à la fois le fer et la mer. Il traça Eivaz sur le seuil, Algiz près de la pierre, Tvaz sur le manche de sa propre lance, et comprit qu'il se sentait suffisamment soulagé pour ne pas tomber. La nuit s'acheva dans la blancheur délicate de l'aube,
et c'est précisément dans cette blancheur qu'un autre garçon ne revint pas. Les traces menant au traîneau traversèrent toute la cour et s'arrêtèrent là où les peaux étaient posées sur la pierre. Il n'y avait ni sang, ni morceau de tissu, seulement une fine bande de givre dessinée sur la fourrure, aussi fine que le trait d'un couteau sur un os. Les gens se tenaient debout, serrant les dents pour ne pas laisser échapper de mots. « Ce n'est pas un loup, disent vite, celle-là même qui allait au Seyd. C'est un conte, comme on l'a dit. » Stein regardait la fourrure, mais voyait une place pavée, un autel, un bol et l'accord, celui d'un autre, entendu dans un rêve, et le sien, prononcé à la lumière, quand il avait demandé un signe à la pierre. À midi, lorsque les filets remplis de rares arengs d'hiver furent tirés sur le rivage, le chef ordonna de convoquer une petite réunion, pas un conseil, pas une assemblée, mais une conversation tranquille. 3 vieillards, 2 chasseurs expérimentés et Gudmund le forgeron vinrent, car sans Gudmund, toute décision était comme une poignée sans rivet. « Je vais vous dire, commença Stein, ce qu'il ne faut pas dire à tout le monde. La chose que nous avons apportée n'est pas seulement puissante, elle est vivante, elle exige, et si nous ne lui donnons pas, elle prendra. Mais qui donnera, et quoi ?» Il ne demandait pas leur accord, il ramenait la mesure commune à sa propre somme. Gudmund serra les lèvres. La vie est la vie, le fer ne convainc pas l'ombre, mais le feu convainc toute résine. Thorrest secoua la tête. Le feu nous réchauffe, mais lui, c'est l'air. Il ne respire pas la chaleur. Il faut le couvrir non pas avec la chaleur, mais avec le lien, le chant, le rythme, le nœud. Et le prix, c'est toujours le prix. Le soir venu, Stein annonça que personne ne dormirait seul cette nuit-là, que les bébés seraient transférés dans la plus grande maison, que des bols en argile remplis de graisse brûlante seraient placés dans chaque coin, avec une branche de genévrier dans chacun, que 3 personnes s'assieraient près de la pierre et chanteraient, doucement, régulièrement, non pas pour les dieux, mais pour le nœud. Il s'assit le premier et se mit à chanter d'une voix grave et claire, tenant la note d'un seul souffle si longtemps que les yeux des auditeurs se fermèrent d'eux-mêmes. Et pourtant, lorsque le premier enfant poussa un cri dans la maison voisine, un cri non pas de douleur, mais comme un appel, Stein se précipita comme un projectile et faillit oublier sa lance. Il accourut et arriva à temps. Dans le coin se tenait une ombre, si plate qu'on ne pouvait pas l'appeler elle. Près du mur brillait un charbon refroidissant, et dans cette lumière, l'ombre semblait plus noire que la nuit. Il planta sa lance, et elle traversa. Mais la rune sur le manche s'enflamma, et resta un instant suspendue dans les airs, comme une ceinture retient un poignet. Assez pour que l'enfant soit arraché. Assez pour comprendre. Le fer ne prend pas, mais le motif prend un instant. À la fin de la nuit, alors que la terre grinçait sous l'effort, Stein s'assit, expira et prononça pour la première fois à voix haute « Sacrifice ». Le mot pénétra dans la salle comme un couteau dans la graisse, silencieusement, uniformément, avec un coin. Il comprit qu'il ne l'avait pas prononcé dans le vide. La pierre écoutait, non pas avec ses oreilles, ni avec ses runes, mais avec ce que nous n'avons pas de nom, et les ombres qui avaient déjà appris à se tenir là où elles n'étaient pas aussi. Le chef leva la tête et vit ses propres yeux dans le côté poli du bol rempli de graisse. La pierre s'y reflétait, verte comme la glace d'un lac au début du printemps. Il sentit ses paumes se refroidir, non pas à cause du givre, mais à cause d'une pensée qu'on peut appeler comme on veut, mais qu'il vaut mieux ne pas nommer du tout. Ainsi s'acheva la 2e nuit, sans réponse, mais avec des chiffres qui ne jouaient plus en faveur des vivants. Le village gardait les nœuds des champs et des coupes. Les gens apprenaient à marcher 2 par 2, même jusqu'au puits. Les enfants dormaient, sans lâcher la main de leur mère. La pierre reposait sous les fourrures et brillait là où la lumière n'avait pas sa place. Et Stein, le chef, brûlait de nouvelles bandes blanches sur ses paumes et ne parlait ni de ses cicatrices, ni de ce qu'il avait vu. Une place pavée, un bol vide, des chiffres qui formaient le mot « prix ». Il savait que la nuit suivante n'apporterait pas seulement des rêves. Elle apporterait un choix que personne ne voulait faire, mais que quelqu'un ferait quand même. Et la pierre attendait ce choix patiemment, comme le froid attend le retour du souffle dans la maison où la chanson venait de s'éteindre. Chapitre 3. Le début des événements mystiques. L'hiver de cette année-là était rude, mais les villageois connaissaient le froid et la faim. Ils savaient comment survivre aux mois sombres sous les hurlements des vents du nord. Ils coupèrent du bois pour les feux, fumèrent la viande dans des granges enfumées, filèrent la laine sur de longs bancs
et gardèrent les enfants près du feu. Mais malgré leur mode de vie habituel, il y avait dans l'air quelque chose qui ne pouvait être qualifié simplement de gel ou de tempête de neige. C'était la sensation d'un souffle étranger, comme si quelqu'un d'invisible marchait à côté d'eux, les attendait au coin de la maison ou leur touchait l'épaule quand il était trop tard pour se retourner. Soutenez la chaîne en la liquant et en vous abonnant. Vous contribuerez ainsi à faire revivre de nouvelles histoires mystiques sur le Nord, pleines d'ombre, de feu et de runes anciennes. À cette époque, chaque étape de la vie villageoise était accompagnée d'inquiétude. Il semblait qu'un invité invisible s'était installé parmi eux et que son arrivée annonçait un malheur. La chèvre fut la première à disparaître. Ce jour-là, la vieille Helgi conduisait le bétail de l'étable à la rivière pour qu'il s'abreuve, mais l'une des chèvres ne revint pas. On ne la retrouva que le soir, ou plutôt, pas elle, mais des morceaux de peau empilés dans la neige. Il n'y avait pas de sang. Seules des traces étranges restèrent sur la neige immaculée. Certaines ressemblaient à des pattes de loup, mais elles étaient trop grandes et trop profondes, comme si l'animal pesait 3 fois plus lourd. D'autres ressemblaient à des empreintes humaines, mais avec des griffes allongées. Les hommes échangèrent pour quelques mots, mais en silence. Les habitants du Nord avaient pour coutume de ne pas nommer à haute voix ce qu'ils craignaient, car les mots pouvaient attirer les ombres. 3 jours plus tard, le chien disparut. Le vieux Torvard l'avait attaché près de la grange où étaient entreposés les poissons séchés. Mais pendant la nuit, le chien aboya si fort que tout le monde se réveilla, et le lendemain matin, la chaîne était rompue, comme si elle avait été rongée par des dents de fer. Thorgest, le chaman, examina les lieux et fronça les sourcils. La neige était lisse, il n'y avait aucune trace, seulement une empreinte ronde, comme si quelqu'un était tombé d'une grande hauteur. Les gens se sont rassemblés, se tenant debout en silence, et seul le vent tourbillonnait la neige en petites tornades. Mais tout cela n'était qu'un présage. La véritable horreur est arrivée lorsqu'un enfant a disparu. Le fils de 7 ans du pêcheur, un garçon joyeux avec un arc et des flèches, courait le long du rivage pendant la journée, mais il n'est jamais rentré à la maison. Les hommes se sont précipités à sa recherche, ont ratissé le rivage et la forêt, mais n'ont trouvé que des traces dans la neige menant à la longue maison. Elles étaient nettes, régulières, comme si l'enfant s'était lui-même approché de la porte. Mais plus loin, il n'y avait plus rien. Pas une seule trace, pas un morceau de vêtement, pas une goutte de sang, seulement le silence. Et la pierre dans la maison brillait plus fort que d'habitude. Les femmes pleuraient, les hommes se taisaient, serrant les manches de leurs haches si fort que leurs jointures blanchissaient. Les enfants se blottissaient contre leur mère et refusaient de sortir, même pendant la journée. Les chiens ne dormaient plus, ils hurlaient, en regardant la longue maison où la pierre était conservée sous des pots. Les gens murmuraient, « Il ne prend pas seulement les animaux, il prend aussi les âmes de nos enfants. » La nuit, l'angoisse devenait insupportable. Ceux qui montaient la garde à la porte juraient avoir vu des ombres errer entre les maisons. Elles étaient plus grandes qu'un homme, se déplaçaient rapidement et se cachèrent des torches, comme si elles étaient elles-mêmes faites de ténèbres. Mais lorsque les gardes se précipitaient vers elles, il ne restait aucune trace. Seule l'odeur de la pierre froide, comme après un orage, subsistait. Le chef Stein s'isolait de plus en plus souvent près de la pierre. Il s'asseyait devant elle en silence, et ses yeux reflétèrent la lueur des runes, comme si l'abîme lui-même s'y reflétait. Les chamans remarquèrent qu'il changeait. Sa voix était devenue sourde, ses mouvements brusques, et ses paroles sonnaient de plus en plus souvent comme étrangères. « C'est une épreuve, disait-il. Les dieux exigent des sacrifices de notre part. Si nous leur donnons ce qu'ils veulent, ils nous donneront la force. » Mais le vieux Thorgest secouait la tête. Ce ne sont pas les dieux, c'est la faim qui se fait passer pour les dieux. La pierre ne peut pas rassasier. Chaque nuit, les enfants criaient dans leur sommeil. Leur mère disait qu'ils faisaient tous le même rêve. Dans ce rêve, la pierre ouvrait une porte, et derrière la porte se tenait une ombre qui les appelait par leur nom. Une petite fille dit qu'elle avait entendu la voix de son père, mort plusieurs hivers auparavant, qui l'appelait vers une lumière froide. Le matin, la fillette tremblait et des traces de givre étaient apparues sur sa main, comme si quelqu'un l'avait tenue par le poignet avec une main glacée. La 4e nuit, une fillette de la maison voisine a disparu. Ses traces menaient à nouveau à la longue maison. La pierre brillait si fort que sa lumière traversait même les fourrures. Dans la neige autour de la maison, les hommes trouvèrent des motifs, comme si quelqu'un avait dessiné des runes avec ses griffes. Les lignes formèrent des signes, et Thorgest dit « C'est un appel, c'est un message pour ceux qui le comprennent. » Les gens se rassemblèrent sur la place.
Les femmes pleuraient, les hommes criaient, exigeant que la pierre soit jetée à la mer. « Elle nous dévore! Elle boit notre vie !» criait le forgeron Gudmund. Mais Stein se dressa devant eux et leva la main. Ses yeux brillaient d'une lueur froide. « Nous ne fuirons pas. Nous sommes des Vikings. Nous n'avons pas peur de l'obscurité. La pierre est notre force. Elle exige du sang, et nous le lui donnerons. Le sacrifice apaisera les ombres. » La foule se divisa. Certains le soutenaient, d'autres le maudissaient. Mais il était inutile de discuter. Cette nuit-là, les ombres revinrent, et les gardes les virent de plus près que jamais. Elles glissaient entre les maisons, effleurant les murs, laissant derrière elles des traces de griffes. L'un des guerriers disparut juste devant la porte. Il eut le temps de crier, mais lorsque les gens accoururent, ils ne trouvèrent qu'une hache gisant dans la neige. Le village était plongé dans la terreur. Désormais, personne n'avait plus de doute. Les ombres se nourrissaient d'eux, et la pierre était leur gueule. Et chaque nuit rapprochait le moment où elle les engloutirait tous. Chapitre 4. Le Conseil des Anciens, les runes et les rituels. Au matin du 4e jour, le village semblait avoir dépéri et blanchi. La neige devant les seuils était grise de suie, et sur les montants de porte, où l'on avait péniblement gravé la veille des signes protecteurs, de nouvelles rayures fines apparaissaient sous la couche de givre. Le vent soufflait régulier, faible, comme le souffle d'un vieillard, et pourtant les murs de la longue maison craquaient, comme si le bois savait qu'aujourd'hui, il serait contraint d'écouter autre chose que le craquement de la glace et les chants du skald. Soutenez la chaîne en la liquant et en vous abonnant. Vous contribuerez ainsi à la naissance de nouvelles longues histoires mystiques sur le nord, où les runes murmurent et où le feu se souvient des noms. Pendant ce temps, les gens se rassemblaient à l'intérieur, chacun apportant avec lui non seulement un couteau ou un talisman, mais aussi sa peur, soigneusement enveloppée dans le silence. Le Conseil des Anciens chez les Vikings n'est pas une affaire bruyante. Il n'est pas célébré par des cornes de brague et n'est pas agrémenté de chants retentissants. Il se déroule comme une corde épaisse, où il est important que chaque fibre soit bien placée. Dans la longue maison, on avait préparé un endroit. Près du foyer, on avait installé une large table en pin foncé, sur laquelle on avait étendu une vieille peau de bœuf, pour que le couteau ne glisse pas et que la rune repose plus doucement sur le bois. Le long des murs, on a aligné des bancs, suspendus aux poutres du plafond de nouveaux chandeliers, des cerceaux de fer avec des mèches de lin imprégnées de graisse de baleine. Leur lumière était régulière et visqueuse, comme du miel gelé, et dans cette lumière, les runes sur la pierre tremblaient presque imperceptiblement, ressemblant tantôt à des fissures dans la glace, tantôt à des veines dans la chair de pierre. Tous ceux dont la voix avait plus de poids que le fer dans le village étaient venus. Le vieux chaman Thorgest, aux paumes sentant le bruyère séché et la cendre, s'appuyait sur un bâton sculpté, la tête bandée d'une bande de peau de cerf à laquelle étaient attachées 3 dents de bête marine, pour que la mémoire ne s'échappe pas. Sigvald, aux cheveux gris, qui avait survécu à plus de tempêtes que les jeunes n'avaient vues de lever de soleil, s'assit en face du foyer et posa sa main sur la table, pour sentir comment respire la racine de la maison. La sage-femme Svanna, desséchée comme une branche de genévrier, mais solide comme une racine de if, apporta des bouquets d'herbes, absinthe, épigée, dracaenaire, pour la fumer et pour lier. Le forgeron Gudmund, sans retirer son tablier de cuir, posa son marteau contre le mur, non pas comme une arme, mais comme une parole. Il y a du fer ici. Le chef Stein se plaça à la tête, la main sur le manche de sa lance, les yeux fixés sur la pierre. La pierre reposait sur un tréteau bas en chêne, recouverte d'une fourrure grossière. Il dégageait une froideur, non pas celle de la glace, mais celle d'un puits dans lequel personne n'avait regardé depuis longtemps. Et cette froideur faisait frissonner la peau des mains, comme sous le regard de quelqu'un. Stein retira la peau. Les runes ne s'illuminèrent pas, mais leurs contours s'affinèrent. Leurs lignes semblaient s'être redressées, devenues plus nettes. Quelqu'un expira brusquement, quelqu'un d'autre serra la corne d'eau plus fort que nécessaire. « Il ne faut pas écouter avec les yeux, » dit doucement Thorgest. « Il faut écouter avec la peau et les os. » Les anciens ordonnèrent Dawn tout d'abord de poser sur la table tout ce qui concernait la pierre. Des listes en écorce de bouleau avec des tentatives de reproduction des signes, des éclats de bois brûlés avec des traces de suie, où l'on devinait les angles familiers du turisaz et les queues pointues de l'ansuze, des jetons en argile avec des répétitions maladroites, sculptés par les gardes de nuit, au cas où. Svanna retira un petit sac de sa ceinture et en versa le contenu sur les pots. « Ce n'est pas pour boire,
c'est pour la lecture enfumée. Elle broya l'absinthe avec ses longs ongles, comme on broie l'arête d'un poisson pour en faire une soupe, et la jeta dans un large bol, où elle ajouta des pincées de bruyère, un morceau de résine et une fleur de chardon séchée et incurvée. Le feu sous le bol fut allumé à partir du foyer, et lorsque la fumée se mit à monter, bleue, épicée, irritant les muqueuses, Torgeste leva son bâton et entonna un chant calme, une note grave et longue qui semblait ne pas résonner, mais rester suspendue dans l'air, comme un mince morceau de glace au bord d'un seau. Gudmund l'accompagna d'un tapotement monotone, avec un marteau en os sur le bois chaud de la table. Rythme, 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 pour que la pensée ne se disperse pas. Sigvald ferma les yeux, non pas pour dormir, mais pour ne pas gêner sa vue avec son ouïe. Stein ne quittait pas la pierre des yeux. Le rituel de la lecture de la fumée est à la fois simple et complexe. La fumée s'élève, passe au-dessus de l'objet, et si celui-ci respire, la fumée change de trajectoire, dessine dans l'air des chemins que les yeux du chaman tentent de suivre. La fumée près de la pierre se comportait comme un carrefour de vent. Les filaments s'élevaient, se heurtaient, s'écartaient, revenaient, se répandaient à la surface comme des mains invisibles. Soudain, un mince filet s'est étiré vers la rune, semblable à un ingoise brisé, et l'a léché comme une langue. Torghest a parlé un peu plus fort. La race, le nœud, la graine, mais étrangère. Un deuxième filet toucha un signe qui ressemblait à un perde, sauf que la coupe n'était pas ouverte vers le haut, mais s'enfonçait vers l'intérieur, comme un entonnoir dans l'eau. Un secret, mais pas à l'extérieur, un secret à l'intérieur. Le troisième fil de fumée forma une boucle, passa juste au-dessus de la veine centrale de la pierre et vibra comme une corde. « La porte !» s'écria Sigvald, incapable de se retenir, puis il toussa timidement, gêné d'avoir interrompu le « lad ». « La porte !» répéta Torghest, sans regarder personne. « Mais pas dans la maison, en bas, comme dans une grotte glacée où l'eau est gelée, mais bouge. »« La porte est un chemin, » ajouta Gudmund, comme on ajoute un rivet au moment opportun. « Et le chemin mène toujours soit là-bas, soit en arrière. » Stein leva la main, et le bruit, qui n'était pas encore un bruit, mais seulement une envie de faire du bruit, s'apaisa. « Tout cela ressemble à un conte. J'aime les contes au coin du feu, dit-il d'une voix calme. Mais cette pierre nous a pris 2 enfants. Cela signifie que nous n'avons pas besoin d'un conte, mais d'une clé. » Torghest. Le chaman aspira la fumée dans ses joues, puis la relâcha, comme on relâche des mots qu'on ne veut pas garder à l'intérieur. La clé peut être un mot, du sang ou un nœud. Nous avons peu de mots. Quant au sang, nous avons tous vu où il est allé. Le nœud, on peut essayer. Ils se mirent à nouer, à dessiner autour de la pierre un cercle de runes, comme on clôt une terre inhabitée avec une palissade. Svanna étala sur le sol des faisceaux de fil, des cordes de laine entrelacées de crins de cheval, pour que l'âme ne glisse pas. Gudmund grava les premiers signes dans le plancher avec un couteau. Algiz au nord, protection. Evaz à l'ouest, mouvement et cheval. Tivaz au sud, tenir la main. Hiera à l'est, cycle annuel pour que la boucle soit bouclée. Torghest passa son bâton en os sur ses entailles, les enduisit de sang, le sien, je le jure par le marteau, et demanda à voix basse au nœud de tenir bon. La pierre accepta le cercle comme un cèdre ancien accepte un ligament, sans joie, sans résistance, simplement en tenant compte. Les runes sûres, sa peau tremblèrent, comme si un poisson passait sous la glace. La fumée s'éleva plus régulièrement, le galdre devint plus pur. Pendant un instant, tout le monde crut « ça tient ». Les candélabres tremblèrent, non pas à cause d'un courant d'air, mais de soulagement. Et là, la glace craqua sur les montants de la porte. Pas fort, comme une fine ficelle de verre qui se rompt dans le froid. À la même seconde, le nœud sur le sol s'est estompé, ou plutôt a disparu. Les lignes des fentes se sont refermées, comme si quelqu'un les avait effacées avec un chiffon doux et humide. Les mèches de laine, encore lourdes quelques instants auparavant, se sont effilochées, comme si des souris les avaient rongées. La fumée s'éleva du bol en un seul doigt et toucha la poitrine de Stein, exactement là où la veille, le froid de la pierre avait laissé des traces blanches. Les candélabres se balancèrent, les flammes des 3 mèches s'éteignirent d'un coup, et dans le miroir sombre de leur cercle de fer, un signe apparut soudainement, non pas comme un reflet, mais comme une flamme propre. Le signe sur la pierre, ce même Pertovnutri. Il rit, dit soudain Svanna à voix haute, et elle se fit le signe de croix sur le ventre, à la manière des femmes, et non des dieux.
Il n'est pas outside, il est à l'intérieur. Le mot « à l'intérieur » pesa comme une pierre sur la poitrine de chacun. Il signifiait à la fois beaucoup de choses, que les ombres ne marchent pas vers nous, mais à travers nous, que la porte ne cherche pas un montant, mais une brèche dans le corps du monde, que la clé ne doit pas se trouver dans la fente du seuil, mais là où passe le chemin entre le souffle et le mot. Stein prit une inspiration longue comme un coup de rame et expira. Donc, nous ne lirons pas autour de lui. Lisez en nous. Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas fait cela dans le village. Lire dans le corps est dangereux. On peut ramener non pas le mot, mais celui qui le joue, et alors la bouche continuera à prononcer les noms pendant un certain temps, mais ils n'auront plus le même souffle. Mais il n'y avait pas le choix. Svana, qui savait accoucher, prit en charge cette tâche difficile. Elle sortit de son sac un petit couteau en os, plat, inutile au combat, et d'un mouvement lent, elle le passa là où la peau était la plus fine, au niveau du pli du coude. Une goutte de sang et un petit cercle, ouvert, non ouvert, tomba sur le sol. Thorgest ramassa la goutte, comme on ramasse une étincelle du feu, et la passa sur la rune Hensus dans sa paume. « Donnez-nous la parole, mais que cette parole soit la nôtre. » Gudmund, en serrant les dents, posa sa main à côté, pour que les mots aient du poids. La chanson reprit, cette fois-ci, non pas comme un chant, mais comme un chant intérieur, un bourdonnement discret, dans lequel chaque note était comme une minuscule agrafe métallique reliant des planches. L'air dans la longue maison devint plus dense. L'enfant, quelque part derrière le mur, cessa de pleurer, non pas parce qu'il n'avait plus peur, mais parce que la peur était devenue trop oppressante. « Je vois », murmura Thorgest, et sa voix était d'abord aussi fragile que la glace sur le bord d'un puits. « Je ne vois pas des runes. Je vois comment on les écrit. Une main, mais pas une main. Une ombre écrit de l'intérieur de chaque chose. Voilà, un montant. Et du montant sort une main fine. Elle trace un hiera, mais son cercle n'est pas annuel. Il est comme une meule. Il moude des noms. « Que moude-t-il » demanda Sigvald d'une voix sourde. Il avait l'impression qu'une ceinture serrée autour de sa poitrine se resserrait de plus en plus à chaque seconde. Le souffle, la chaleur, les derniers mots. Ce que tu as dit, mais que tu n'as pas eu le temps de reprendre. Il aiguise la porte avec ça. À ce moment-là, la pierre sembla tendre l'oreille. Ces runes se déplacèrent, comme une colonie de phoques couchés sur un bloc de glace qui se précipite soudain vers l'eau. Une forme semblable à un cercle apparut à sa surface, irrégulière, imparfaite, comme brûlée par une corde rugueuse. Svana sanglota. Le meule. Le forgeron jura à voix basse, si bas que tout le monde comprit. Il prononça le mot que l'on ne disait dans le village que lorsqu'on forgeait une lame pour la dernière affaire. Stein, sans quitter la pierre des yeux, dit « Alors, la clé ne sera pas un mot. La clé sera le compte. Combien nous en reste-t-il » Il ne demanda pas « qui », il demanda « combien ». C'était là toute la sagesse pratique et tout l'abîme de la trahison. La réponse vint d'elle-même. Dehors, un chien hurla. 1, 2, 3. Ce n'était pas un signal d'alarme, ni un appel à la poursuite. C'était un appel. Et la pierre lui répondit, franchement, distinctement. Elle s'illumina de manière régulière, sans interruption, comme du fer soudé à la jambe d'un pilier de pont. Les ombres près du mur se resserrèrent densément, puis se dispersèrent comme de la fumée lorsqu'on jette du sable dessus. « Il faut le sortir d'ici, soupira Gudmund. Le sortir et le noyer dans la trouée, là où l'eau coule et où la glace est fine, que la rivière l'emporte elle-même. Si tu le noies, il se souviendra du chemin, rétorqua Svana. L'eau, c'est aussi un mot. Il marche plus vite que nous sur les mots. On peut l'attacher autrement, dit Thorgest avec effort. Pas en cercle, en croix, entre le mât et le faîte du toit. L'attirer vers la maison, comme vers un corps. Alors la maison souffrira, mais nous sentirons où il cherche l'entrée. Alors nous pourrons y placer, non pas une offrande, mais une chose lourde, un vœu. On ne peut pas nourrir, mais on peut promettre. La maison est une chose puissante. Le viking part de la maison et revient à la maison. Si la maison dit non, il l'entendra. Sigvald acquiesça lentement. Cela signifiait « Je suis vieux, et je sais que la maison est plus forte que les champs et les navires. » Gudmund secoua brusquement la tête. Cela signifiait « Le travail sera long, mais la main se souvient mieux des nœuds que des runes. » Svana serra les lèvres. Cela signifiait « Vous allez lier la douleur à la maison, qu'il en soit ainsi, mais quelqu'un en paiera le prix de sa vie. » La décision fut prise, et ils se mirent immédiatement au travail. Rapidement, sans paroles inutiles, comme on raccommode une voile avant de repartir dans les vents.
Ils tirèrent sur les poteaux à l'avant de la maison de grosses cordes tressées de crins de cheval et de cuir brut, enduites de graisse. Ils en ont jeté 2 autres par-dessus le faîte du toit, les ont passés sous les poutres du plafond et les ont fixés au montant en pierre du foyer. Ils ont attaché la pierre en croix, l'ont emmaillotée comme un bébé pour le voyage, non pas pour la réchauffer, mais pour l'inclure dans le « nous ». Gudmund vérifia les nœuds, dents de chat, encre morte, double de campagne. Ce n'était pas leur nom qui importait, mais leur résistance lorsque les cordes fouettaient comme la queue d'un cheval. Pendant que les hommes tiraient et nouaient, Thorgest traça 4 runes gardiennes sur les nœuds, Algiz, à l'extrémité qui donnait vers le nord de la maison, Raido, à celle qui donnait vers la route, Berkana, là où se trouvaient les mains féminines, Hagalaz, là où se trouvait le vent. Svanna apporta 4 poignées de terre, non pas de la cour, mais de 4 endroits différents, près du puits, près de la forge, près de l'étable, près du seuil. Qu'ils sachent, dit-elle, que la maison n'est pas seulement des murs. La maison, c'est nous, là où nous sommes. Elle versa cette terre sur la pierre et pendant un instant, les runes cessèrent de briller, ou bien les yeux de tous étaient fatigués. Lorsque la croix fut fixée, la maison gémit, doucement mais de manière audible. De bas, du sous-sol, vint un craquement sourd, comme si, là où étaient entreposés les restes de saumon et l'huile de poisson pour le mou de printemps, quelqu'un tirait un vieux filet. Un nouveau son se mêla à celui-ci, plaintif, aigu, comme le sifflement métallique d'un couteau sur le tranchant d'un aiguiseur. Svanna ferma les yeux. « Je l'ai pris. Maintenant, nous serons sa famille. »« Il est plus facile de parler à sa famille, » répondit Stein, « et plus difficile de la repousser. » Le ciel s'assombrit à ce moment-là, alors qu'il était midi. La neige dans l'embrasure de la porte s'illumina d'une lumière rouge uniforme qui ne provenait ni du soleil ni du feu, et dans cette lumière, des lignes réapparurent sur le montant de la porte, fraîches et humides, comme une coupure. Hiera. Mais cette fois, sa moisson ne concernait pas les épis, mais les noms. De petites entailles s'étendaient, le long, raccourcissant, et le cœur de chacun se serra. C'était le compte. La pierre, la meule, la porte. À l'intérieur, le compte sur nous. Ce soir, nous organiserons un petit silence sacrificiel, dit Stein, comme s'il annonçait l'ordre des gardes. Sans effusion de sang, un vœu, secret. Chacun déposera près de la pierre ce qu'il peut perdre sans mourir. Des cheveux, un morceau de tissu, un mot. Ceux qui ne le peuvent pas n'apporteront rien. La maison, tiens. Et, sans attendre de réponse, il posa sa lance sur son épaule, défit le nœud de sa ceinture avec des runes en forme de croix et fixa les runes aussi intensément que l'on regarde un morceau de glace au printemps. Tiendra-t-il le coup ? À l'heure grise du soir, les femmes arrivèrent et déposèrent leur contribution. Certaines un ruban provenant d'un peigne de tisserande, d'autres une pincée de menthe séchée, d'autres encore une vieille clé d'un coffre qui n'était de toute façon pas fermé à clé. Les hommes déposèrent des silex, des fragments de vieille pointe, un morceau de cerclage en chêne provenant d'un tonneau, pour que le goût du mou revienne. Les enfants apportèrent des cailloux trouvés sur la rive. Tous ressemblaient à des œufs, lisses avec des veines. Svanna déposa doucement une minuscule aiguille en os, pour que la maison ne se déchire pas. Gudmund déposa un minuscule rivet, le fer au fer. La nuit tomba, les ombres arrivèrent, mais cette fois, elles ne griffèrent pas les murs et ne s'enfoncèrent pas dans le vide. Elles tournaient autour, comme le vent tourne autour d'un phare, sans avoir la force de s'introduire. Les flammes dans les coupes tremblaient, non pas à cause d'un courant d'air, mais à cause de la tension, comme les joues d'un chanteur sur une longue note. La pierre ne brillait plus de sa froideur habituelle, mais d'une étrange lueur, comme si sa lumière était repoussée par une main invisible. La maison gémissait et tenait bon. Ici et là, une poutre craquait. Dans la cour, le plancher s'effondrait là où, depuis l'automne, les pieux profonds n'avaient pas atteint la roche. Quelqu'un dans le coin le plus éloigné de la pièce priait à la manière des femmes, en tournant le nœud de sa ceinture. Quelqu'un d'autre répétait à la manière des hommes les noms de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père, pour qu'on se souvienne et qu'on garde. Et vers l'aube, lorsque la rougeur de la nuit s'est estompée, la pierre a soudainement cédé. Elle ne s'est pas effondrée, elle n'a pas craqué, elle s'est affaissée plus lourdement, comme un poids au bout d'une fine corde, qui a finalement été tirée sur le pont. Ces runes s'éteignirent jusqu'à devenir un faible murmure familier. Pendant quelques instants,
Le village respira à l'unisson, aussi silencieusement qu'une personne qui vient d'être tirée hors de l'eau. « Nous n'avons pas gagné, » dit Thorgest en s'essuyant le front avec le bord de sa manche. « Nous avons seulement fait un pas. Maintenant, il nous connaît, et nous le connaissons. » « Et la connaissance, c'est aussi un nœud, » répondit Svanna. « Un nœud, c'est une chose à double tranchant, » conclut Gudmund. « Il nous retient, nous, et ce que nous retenons. Alors veillez à ne pas le tenir trop longtemps. » Stein se tenait debout en silence. Il regardait la croix de corde, les nœuds, les traces de sang sur le doigt près du manche de la lance, et réfléchissait, non pas comme un chef, mais comme un homme qui comprend. Entre sacrifice et vœu, il n'y a qu'un cheveu d'écart, et ce cheveu est déjà tendu. Il leva les yeux et vit sur le seuil un signe faible, presque invisible. Une petite main, très petite comme celle d'un enfant de 7 ans, avait dessiné sur le givre lancuse, la rune de la parole. Les lignes tremblaient, mais elles étaient assurées. Et pendant un instant, tout le monde comprit. Les enfants ne sont pas seulement ceux qui disparaissent. Les enfants sont ceux qui entendent avant les autres. La maison n'avait pas répondu aux anciens. La maison avait répondu à celui qui ne savait pas encore lire, mais qui savait déjà entendre. Ce jour-là, personne n'a dit « Nous sommes sauvés ». Mais ce jour-là, il y a eu place pour la première nuit de sommeil sans cri depuis longtemps. La pierre est restée silencieuse, non par miséricorde, mais par intérêt. Une nouvelle connexion, un nouveau conte. Le conseil des anciens s'est dispersé. Chacun a emporté avec lui non pas une réponse, mais un nœud. Et le nœud, c'est ce qui tient jusqu'à ce que l'heure vienne. Et quand l'heure viendra, il faudra le défaire ou le couper. Et les deux chemins ont un prix. Chapitre 5. Rencontre avec les ombres. Nuit sanglante. L'hiver s'étirait lourdement, tel un guerrier en armure complète, et il semblait que la nuit elle-même était devenue plus longue que jamais. Le village se dressait comme une forteresse assiégée entourée d'un mur, des boucliers aux portes, des runes sur les montants, des coupes remplies de graisse à chaque coin. Mais l'inquiétude ne faisait que croître. La pierre, liée par des nœuds, ne semblait pas s'affaiblir, mais plutôt avoir appris à respirer avec les gens. Elle pulsait dans l'obscurité, et chaque nouvelle secousse de cette pulsation se répercutait dans les rêves des habitants, sous forme de vision d'une chose étrangère, affamée, insondable. Soutenez la chaîne en la liquant et en vous abonnant. Vous contribuerez ainsi à faire revivre de nouvelles histoires mystiques, pleines de peurs anciennes et de mystères nordiques. Mais aucun vœu ne pouvait retenir ce qui avait déjà commencé à se manifester. Le premier signe fut le silence des animaux. Ni les chiens, ni les chèvres, ni même les corbeaux ne faisaient le moindre bruit. Leurs oreilles étaient plaquées, leurs poils hérissés, et leurs yeux, qui brillaient habituellement à la lueur des torches, étaient désormais vides et immobiles, comme s'ils regardaient à travers les murs. Puis un hurlement s'éleva, ni celui d'un chien ni celui d'un loup, mais étrange, grave, avec des variations, comme si plusieurs voix se confondaient en une seule. Il ne venait ni de la forêt ni de la mer, mais naissait au milieu des maisons, au-dessus des foyers, dans les granges. Les femmes couvraient les oreilles de leurs enfants, mais le hurlement pénétrait la chair comme le froid. Et puis ils apparurent, des ombres. Ils sortirent de la pierre elle-même, non pas en marchant, mais en s'écoulant comme de la fumée d'une bûche fendue. Au début, ils étaient peu nombreux, 2 ou 3 masses ressemblant à des humains, mais plus grandes et plus minces que le guerrier le plus grand qui soit. Puis elles devinrent plus nombreuses. Elles se déplaçaient dans les rues du village, effleurant les murs, et laissaient derrière elles des traces, de longues griffures profondes, comme celles d'un géant. Leurs visages étaient vides, mais parfois des lumières semblables à des braises dans un foyer s'allumaient dans ce vide. Les gardes, aguerris par les campagnes militaires, se précipitèrent à leur rencontre. Les torches tremblaient dans leurs mains, les lances étaient levées. Mais frapper une ombre revenait à frapper le brouillard. Les lances passaient à travers, et seules les runes gravées sur les manches s'illuminaient, retenant un instant la force étrangère. La vie du village dépendait de ces instants. Chaque coup d'arme, chaque éclat de rune était un moment pour mettre à l'abri une femme, un enfant, un vieillard. Mais les ombres n'attaquaient pas ouvertement. Elles touchaient une personne de la main, et celle-ci tombait, se recroquevillant comme si on lui aspirait sa chaleur. Sur la neige restaient des corps sans sang et sans cri, vides, comme si leur souffle s'était envolé vers un autre monde. Le chef Stein sortit avec sa lance, et ses yeux brillaient de la même lumière que les runes sur la pierre. Il leva la main, et les ombres s'arrêtèrent un instant, comme si elles le reconnaissaient. « Ils réclament du sang, » dit-il. « Donnez-leur un sacrifice, et ils partiront. » Les jeunes guerriers hurlèrent de rage,
Mais les femmes se mirent à gémir, comprenant que le sacrifice n'était ni un animal ni un prisonnier. Ce devait être l'un d'entre eux. Et les victimes arrivèrent. On amena d'abord le prisonnier qui restait de la dernière expédition. On le coucha près de la pierre, et le sang coula sur la neige. Les ombres hurlèrent en réponse, et pendant un instant, le village ressentit un soulagement. Mais 1 heure plus tard, elles revinrent. Elles étaient plus nombreuses et marchaient droit vers les maisons, sans se cacher. Les gens comprirent que le sang d'un étranger ne les avait pas rassasiés. La pierre exigeait le sang des siens. Alors les femmes se mirent à crier qu'il valait mieux mourir tous ensemble que de livrer leurs enfants. Les hommes se disputaient, certains exigeaient que la pierre soit emportée et jetée à la mer. D'autres soutenaient le chef, disant que sinon tout le monde périrait. Mais la nuit n'attendait pas les décisions. Les ombres entrèrent dans les maisons, et là où la lumière s'éteignait, des cris retentissaient. Lorsque les torches se rallumaient, on ne trouvait que des corps vides, comme desséchés de l'intérieur. Les chamans essayèrent de lutter. Ils dessinaient de nouveaux cercles runiques, chantaient des incantations, brûlèrent des herbes. La fumée se répandait dans les rues, et les ombres reculaient un instant, mais elles revenaient sans cesse, et chaque nouvelle victime les rendait plus fortes. Thorgest tomba juste à côté de la pierre. Ses runes s'embrasèrent dans ses paumes lorsqu'il les leva en signe de protection, mais les flammes se propagèrent et le brûlèrent lui-même. Son corps s'effondra et ses cendres se répandirent sur le sol. Le chef ressemblait de plus en plus à une ombre. Ses yeux brûlaient, son visage était devenu dur, sa voix grave. « C'est la voix des dieux, disait-il. Nous devons l'accepter. » Mais les gens le regardaient et comprenaient qu'il n'était plus le même. La pierre avait pris son âme. La nuit se prolongeait. Le sang coulait sur la neige, la transformant en une bouillie noire. Les enfants disparaissaient les uns après les autres, et leurs traces menaient sans cesse à la longue maison. Au matin, le village était déserté. Des corps gisaient à la porte. De longues rainures marquées de signes brillants de givre courèrent le long des murs des maisons. La pierre brillait plus que jamais, et les runes qui la composaient formaient un cercle. Les victimes n'avaient pas arrêté les ténèbres. Elles leur avaient seulement ouvert la voie. Chapitre 6. La révélation du secret de la pierre et le prix tragique. Le matin après cette nuit sanglante ne se leva pas tout de suite. On aurait dit que le soleil n'osait pas se lever au-dessus du village, tant que les hurlements n'avaient pas cessé. La neige devant les seuils était noire comme du charbon, couverte de sang et de suie. Les maisons se dressaient silencieuses, comme brûlées, et seule la fumée s'échappait des cheminées en minces volutes, comme si elles craignaient d'être remarquées. Ceux qui avaient survécu étaient assis en silence, les genoux serrés contre eux, le regard fixé au sol. Personne n'osait dire à haute voix combien de personnes étaient encore en vie. Soutenez la chaîne en la liquant et en vous abonnant. Vous contribuerez ainsi à faire revivre de nouvelles histoires mystiques sur le Nord, où les secrets anciens et le sang s'entremêlent dans des légendes qui vous emportent dans vos rêves. Mais les habitants savaient que leur vie même ne tenait plus qu'à un fil et que la pierre était au cœur de cette obscurité. Les chamans se réunirent dans la longue maison. Seuls 3 d'entre eux avaient survécu à la nuit. Thorgest avait péri, mais ses disciples avaient apporté son bâton brûlé, sur lequel scintillaient encore des runes carbonisées. Ils disposèrent dans les fragments de pierre raclés du sol, et les regardèrent tout comme les os d'une divination sacrificielle. Et alors ils comprirent, les runes sur la pierre n'étaient pas des mots, c'était un conte. Chaque victime révélait un nouveau symbole, chaque disparition ajoutait une ligne. La pierre ne se contentait pas de boire le sang, elle ouvrait une porte. Le chef Stein était assis dans l'ombre, le visage gris, les yeux brillants de froideur. Il semblait écouter non pas les chamans, mais la pierre elle-même. Lorsque les disciples dirent « Si nous ne la détruisons pas, les ténèbres nous engloutiront tous », Stein se leva et déclara « Nous ne devons pas la détruire, c'est notre force. Nous avons seulement commencé à en payer le prix, et bientôt nous recevrons ce qui nous a été promis. » Et alors, les gens comprirent enfin, la pierre avait pris son âme. Mais dans le village, il restait encore ceux qui étaient prêts à se battre. Sigvald, un vieux guerrier, rassembla autour de lui les hommes qui restaient. Sa barbe grise tremblait de colère lorsqu'il dit « Nous avons combattu les hommes, les bêtes et les mers. Nous sommes tombés sous les épées et nous nous sommes relevés. Mais aujourd'hui, nous ne nous battons plus pour le butin ni pour la gloire. Nous nous battons pour l'air que nous respirons, pour le droit de voir le lever du soleil. La pierre n'est pas un don des dieux, c'est un moulin qui broie nos vies. Si nous ne la brisons pas, nous deviendrons cendres. »
Le forgeron Gudmund apporta son marteau le plus lourd, celui qui était réservé au rituel. Sur son manche étaient gravées les runes de la force et de la destruction. Si quelque chose peut être forgé, alors il peut être brisé, dit-il. Svanna, la sage-femme, apporta un sac rempli de terre provenant des tombes de ses ancêtres. « Qu'ils nous retiennent si nous tombons, » murmura-t-elle. Ils entourèrent la pierre. Son éclat était si intense que les murs de la longue maison semblaient transparents et laissaient entrevoir les ombres qui erraient autour. Les runes pulsaient, formant un cercle, une porte prête à s'ouvrir. Sigvald leva son marteau et frappa. Un grondement retentit dans la maison, les poutres gémirent et les gens entendirent un cri. Pas humain, mais 1000 voix, comme si 1000 âmes hurlaient à la fois. Les runes s'embrasèrent et ripostèrent. Une étincelle brûla la poitrine du guerrier, qui tomba, mais eut le temps de crier « Frappez encore !» Gudmund et 2 autres, guerriers abattirent leurs marteaux et leurs haches sur la pierre. Elle se fissura. Une lumière jaillit de la fissure, brillante comme un éclair, mais froide comme la mort. Les ombres hurlèrent et se précipitèrent à l'intérieur, essayant d'arrêter la destruction. Les hommes armés de torches formèrent un mur, et les flammes s'embrasèrent avec une telle intensité que même les ténèbres vacillèrent. Svanna jeta une poignée de terre sur la pierre, et les fragments des ancêtres sifflèrent, comme s'ils tentaient force de retenir la fissure. Le chef Stein hurla et se jeta sur les hommes. Ses yeux brillaient comme les runes, et sa force était surhumaine. Il se battit comme un possédé, repoussant les hommes, leur brisant les os, mais finit par être maîtrisé. Sigvald, mourant, s'agrippa à lui et murmura « Tu n'es déjà plus qu'une ombre ». Et il le retint jusqu'à ce que Gudmund assène le coup final. La pierre se fendit. La lumière aveugla tout le monde, et l'espace d'un instant, on aurait dit que le monde s'était effondré. Un cri des ombres retentit au-dessus du village, et elles disparurent comme si elles n'avaient jamais existé. La neige redevint blanche, l'air redevint pur, mais les maisons restèrent vides. La moitié du village n'existait plus. À l'aube, il ne restait qu'une poignée de survivants, quelques femmes, des enfants et 2 guerriers. Le chef était mort, son corps noirci et réduit en poussière, et à la place de la pierre gisaient des débris froids et sans vie. Les chamans dirent « Nous avons gagné ». Mais Svanna ajouta doucement « Non, nous avons seulement payé le prix. La pierre dort jusqu'à ce que quelqu'un la retrouve. » Et cette même nuit, loin au-delà de la mer, dans un pays étranger où les runes ne savaient pas prononcer les noms, une faible lueur froide jaillit de sous la neige.